À 21h30, eh bien oui, nous reparlons du Covid avec nos invités. Bruno Jeudi est resté. Benjamin Rossi nous a rejoint. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Infectiologue au centre hospitalier Robert Ballanger en Seine-Saint-Denis. Et vous avez un livre à nous présenter, ça c'est nouveau. Oui. En première ligne, La nouvelle voie de la médecine aux éditions Prisma. Ça sort la semaine prochaine, c'est ça Benjamin? Oui, c'est ça, oui. Ça sort la semaine prochaine et on va parler de l'épidémie en France dans un instant. On voulait d'abord commenter les déclarations alarmistes de l'OMS aujourd'hui qui prévoit un demi-million de morts en Europe d'ici février, qui en tout cas le craint et s'inquiète de la situation en Allemagne et au Royaume-Uni. Bonsoir Laura Calmus, on vous retrouve en direct de Londres. Pourquoi l'épidémie s'emballe-t-elle chez vous? Que se passe-t-il? Eh bien, une explication à cette hausse, c'est qu'ici, en Angleterre, on a l'impression de vivre comme si le Covid n'existait plus. Les masques ne sont pas obligatoires, que ce soit dans la rue, dans les restaurants ou dans les magasins. Et même s'il est obligatoire dans les transports en commun, eh bien, on n'en voit plus. D'autant plus que le pass sanitaire n'est pas du tout obligatoire. Il n'y en a pas. Et donc, on peut se retrouver dans un pub bondé sans la moindre distanciation ni la moindre justification. Et puis enfin, selon une étude, l'efficacité du vaccin se dissipe avec le temps. Alors les Britanniques ont commencé leur campagne de vaccination plus tôt que le reste de l'Europe et donc résultat, selon certains experts, il faudrait administrer une troisième dose à l'ensemble de la population beaucoup plus rapidement. Alors aujourd'hui, pour vous donner une idée des chiffres, 40 000 personnes ont été testées positives, 9 000 personnes sont actuellement à l'hôpital et il y a eu 214 décès du Covid. Mais pourtant, Boris Johnson n'est pas prêt à introduire son plan B, c'est-à-dire réintroduire des mesures sanitaires comme le port du masque ou le télétravail. Pour lui, il faut tout miser sur la vaccination et aussi sur le traitement contre le Covid, car le Royaume-Uni est devenu aujourd'hui le premier pays à approuver la pilule anti-Covid. 400 000 pilules ont été commandées et selon les premières études, eh bien, cette pilule réduirait de moitié le risque d'hospitalisation. Oui, il s'agit d'un traitement et d'une très bonne nouvelle. Merci Laura Calmus. Écoutons maintenant ce qu'a dit tout à l'heure l'OMS. Selon nos projections, si nous poursuivons cette trajectoire, nous pourrions voir un demi-million de morts supplémentaires sur le continent d'ici le mois de février. Benjamin Rossi, est-ce que l'OMS essaie de nous faire peur? À quoi ça sert et sur quoi se base-t-elle pour nous dire qu'il y aura peut-être 500 000 morts en 3 mois? Alors, les estimations, depuis le début de cette crise, les modèles, c'est toujours un petit peu, se sont souvent trompés. Donc, moi, je reste persuadé que le pire est derrière nous. Nous, ce qu'on voit, en tout cas, moi je peux parler de ce qu'on voit à l'hôpital, on voit une vague de non-vaccinés. Donc là, on voit des hospitalisations qui reprennent, de patients qui ne sont pas vaccinés. Effectivement, j'en ai transféré un hier en réanimation. On voit des patients qu'on ne voyait plus depuis un mois, mais c'est essentiellement des non-vaccinés. On n'a pas un afflux de patients vaccinés qui viennent à l'hôpital. On sait que les patients très âgés peuvent, malgré la vaccination, faire des formes graves, mais en fait, ce qu'on voit venir à l'hôpital, c'est souvent des gens qui font de la fièvre, qui ont une insuffisance cardiaque et qui viennent décompenser un organe. On a aussi les immunodéprimés qui peuvent revenir et pour qui il est important de refaire des vaccinations, mais on n'a pas cette vague-là à l'hôpital en tout cas. Donc il y a des vagues de contamination, comme la 4e vague, et on voit une vague hospitalière de non-vaccinés. Donc moi, je ne partage pas les points de vue pessimistes de l'OMS. Je pense que c'est des modèles, qui sont parfois, ils mettent des algorithmes à l'intérieur, qui sont souvent trop simplistes. Et en fait, finalement, depuis le début de cette crise, on voit qu'à force de faire des simplifications, on dit des bêtises et à force de généraliser. Voilà. Et après, les gens ne croient plus à ce qu'on dit, puisqu'à force de prendre les gens pour les cons, on crée des vocations, en fait. Hein. Quand on entendait Laura Calmus qui parlait du Royaume-Uni, quand même, un des premiers pays à avoir lancé la campagne de vaccination et qu'elle nous dit peut-être que la solution, ce serait la 3e dose maintenant. Est-ce que là, vous dites oui? La 3e dose, oui, je pense que c'est important pour les personnes âgées, je pense que c'est important pour les personnes immunodéprimées, ça c'est évident. Pour le reste de la population, il faut voir pour le moment. Enfin, je pense que ça aura peut-être un intérêt, mais moi j'attends des preuves. Encore une fois, la médecine, ce qui différencie la médecine ou la science de toute autre forme de choses, c'est qu'on doit baser nos recommandations sur des preuves. Et pour le moment, on n'a pas encore de preuves suffisantes d'un intérêt d'une 3e dose en population générale. Donc on attend ces éléments-là. La politique
Même le journalisme, les médias veulent une émotion, veulent des réponses tout de suite, mais la médecine se base sur des preuves, donc on attend d'avoir ces preuves-là. On donne les faits, on les commente. Quand même, nous résistons Oui, bien bien quand sûr, on oui, se... bien sûr. Non, c'est c'était peut-être pas une critique. On résiste bien quand on regarde les autres pays. On voyait au Royaume-Uni ce qui se passe. Il y a aussi l'Allemagne, c'est une épidémie de non-vaccinés. En ce qui concerne les chiffres en Allemagne, ils sont 67% à avoir reçu les 2 doses. Quand on regarde la France, nous, on en est à 74,7% à avoir eu le schéma vaccinal complet. Ça, chez nous, ça marche. Oui, c'est des données qui sont optimistes. Donc je pense qu'avec ces éléments-là, il faut voir comment l'évolution de l'épidémie sur les prochaines semaines. Il faut voir si on n'a pas besoin, j'espère pas, de mettre des restrictions, mais pour le moment, en tout cas, c'est pas nécessaire. Sur l'hôpital, ce qu'on voit à l'hôpital aujourd'hui, on n'est pas débordé par des patients Covid, on est débordé par des patients tout court, puisqu'on n'a plus de lits. Là, il y a un vrai problème, il y a un vrai sujet sur le manque de moyens à l'hôpital, mais sur la problématique du Covid, c'est une problématique qui n'est pas celle la plus préoccupante aujourd'hui. Et si ça s'emballait, quel levier possible? Les États-Unis commencent, eux, la vaccination des enfants dès 5 ans. Réaction d'une mère de famille et de certains enfants. When I heard that there was a chance for the kids to be vaccinated, we signed up the moment that we could. Which was last night. Which was last night, yes. It didn't hurt as much, so it wasn't really as bad. I really wanted to go traveling, so I took the chance. I was a little scared. It didn't hurt. It hurt a tiny bit. We go on trips a lot, and my parents said that when I get vaccinated, we can start going back to normal more. So now that I'm vaccinated, we can start going back to normal more. Voilà, ça a l'air de plutôt bien se passer. Pauline Simonet, on vous retrouve en direct de Washington. Une des raisons à cette campagne de vaccination des enfants aux États-Unis, c'est aussi le fort taux d'enfants obèses chez vous. Effectivement, puisque selon l'OMS, l'obésité, c'est un facteur aggravant du Covid. Donc plus on est en surpoids, plus on a de risques de développer une forme grave de la maladie. Et aux États-Unis, l'obésité est plus répandue que dans d'autres pays occidentaux. Et c'est le cas aussi chez les enfants. Par exemple, pour la tranche d'âge entre 5 et 11 ans, eh bien, selon les derniers chiffres, il y a environ 20% d'enfants qui sont en surcharge pondérale. Et ça a un impact dans les chiffres, dans le bilan du Covid chez les enfants. Les autorités sanitaires ont d'ailleurs insisté là-dessus en recommandant la vaccination chez les enfants en disant que c'est vrai qu'ils sont moins touchés que les adultes, mais ils n'ont pas été épargnés, surtout pas par la 4e vague, par le variant Delta qui était plus agressif. Et on a vu aux États-Unis 8600 enfants hospitalisés et plus d'une centaine qui sont décédés, ce qui fait du Covid l'une des 10 principales causes de mortalité chez les enfants. Et si certains d'entre eux étaient en parfaite santé avant d'attraper le Covid, beaucoup avaient des comorbidités ou étaient en surpoids. Mais il y a effectivement une autre raison pour laquelle on encourage la vaccination des enfants aux États-Unis, c'est tout simplement parce que le taux de vaccination global, il reste bas, ça stagne autour de 58% de la population qui est entièrement vaccinée. Donc vacciner les enfants, l'objectif c'est tout simplement d'intensifier la couverture vaccinale dans le pays. Merci beaucoup Pauline. Et chez nous en France, est-ce que le gouvernement y pense ? Pour l'instant, le gouvernement reste prudent sur le sujet parce qu'il attend d'avoir toute la batterie complète d'études. On sent aussi que les praticiens sont pas tous convaincus. Enfin, en tout cas, il y a débat. Donc, je pense que pour l'instant, c'est une décision sans doute compliquée à prendre compte tenu de la situation dans laquelle on rentre, c'est-à-dire une campagne présidentielle. On a vu tout le poids politique qu'Emmanuel Macron a mis sur la question du pass sanitaire. Et on se souvient, Bruno, que lors des manifestations contre le pass sanitaire, un des arguments qui revenait souvent, c'était « moi, je ne veux pas qu'on vaccine mes enfants ». Les manifestants le voyaient comme une prochaine étape et ils voulaient manifester contre aussi. Absolument, c'était l'été dernier, ça paraît une éternité, mais il a vraiment fallu que le président mette tout son poids pour que ce principe du pass sanitaire s'impose, ainsi que la vaccination obligatoire pour les professionnels de la santé. Mais il y a quand même eu beaucoup de manifestations en plein été qui étaient assez importantes. Elles ont commencé à décroître qu'à la rentrée. Il y a encore une poignée de manifestants chaque semaine, mais c'est quand même une question qui a mis du temps. Mais il a fallu que le président mette tout son poids politique.
lorsqu'il va devenir probablement dans les semaines qui viennent candidat, la question va être un peu différente. C'est-à-dire qu'il s'exprimera, on ne sait pas ce qui peut se passer sur la crise sanitaire, et ce sera sans doute compliqué. Cette question des enfants était déjà sensible avant le pass sanitaire, elle l'est encore aujourd'hui, elle le serait forcément si le gouvernement décidait de franchir le Rubicon sur cette question. Et on interroge toujours le bénéfice-risque, le rapport bénéfice-risque. Là, pour les enfants, il n'est pas évident. Disons que le vaccin chez les enfants est très bien toléré, donc le rapport bénéfice-risque existe tout de même dans les études qui ont été faites jusqu'alors, mais on attend d'avoir un peu plus de données, puisque il y a quand même des enfants qui ont été hospitalisés, qui font des formes graves. On a eu quand même des formes de Covid embêtants chez les enfants, donc, et des syndromes post-Covid assez importants, donc il y a eu des myocardites. Donc oui, il y a une balance bénéfice qui reste positive, mais vu qu'elle est plus ténue, et qu'on est dans un contexte où la priorité, c'est quand même d'éviter les problématiques. En gros, ce qui se dit, c'est qu'il reste des adultes non vaccinés, c'est sur eux qu'il faut mettre la pression plutôt que de la mettre sur les enfants. Exactement. Je pense que pour le coup, c'est assez logique. Oui, on va maintenant en Chine. La Chine qui est confrontée, elle aussi, à une reprise épidémique. Pour éviter de fortes pénuries, les autorités appellent les habitants à stocker de la nourriture. Les précisions de Simon Leplâtre. Oui, la Chine se referme à nouveau. Cette semaine, une image a beaucoup choqué ici, c'est celle d'enfants en combinaison intégrale qui ont été emmenés vers des centres de confinement parce qu'un enseignant de leur école avait été testé positif. Alors, un des parents a pu les rejoindre, mais ils doivent rester en quarantaine 14 jours à cause de ce cas dans leur école. Alors, pourquoi la Chine prend-elle des mesures aussi drastiques ? Eh bien, parce que depuis quelques semaines, elle est confrontée à un nouveau foyer du variant Delta et depuis bientôt 2 ans maintenant, la Chine essaye d'appliquer cette politique du 0 cas. Donc, c'est-à-dire que dès qu'un foyer apparaît, le but est de l'étouffer le plus rapidement possible pour que les Chinois puissent ensuite reprendre une vie à peu près normale. Alors, cette politique a plutôt bien marché en 2020. Après les confinements très stricts du début d'année, la deuxième partie de l'année a été plutôt relax en Chine. Mais en 2021, eh bien, l'arrivée du variant Delta a beaucoup compliqué cette politique puisque ces derniers mois, eh bien, on voit des foyers qui apparaissent plusieurs fois par mois. Et donc, la Chine est forcée de prendre des mesures de plus en plus drastiques. En ce moment, des dizaines de millions de Chinois sont confinés aux 4 coins du pays. Alors évidemment, ces mesures ont des conséquences sociales et économiques importantes. Cette semaine, le ministère du Commerce a donné l'ordre aux gouvernements locaux de s'assurer que l'approvisionnement en nourriture serait assuré. On voit clairement que Pékin s'attend à passer un hiver difficile. Comment expliquer ce qui se passe ? La Chine, quand même, qui affirme avoir vacciné entièrement 70% de sa population. C'est peut-être à prendre avec précaution, mais c'est aussi l'efficacité du vaccin chinois qui interroge. Oui, alors il faut prendre tous les chiffres avec précaution, puisque les données sur le vaccin chinois, quand même, sont moins bonnes. On sait, enfin, faut voir les études. Toutes les données qui viennent de la Chine sont pour le moment à prendre avec énormément de précaution. On sait que il y a des petits détours qui sont faits, donc on reste prudent avec la Chine. Vous vouliez aussi, Benjamin, parler de ce qu'on a appelé bonne nouvelle tout à l'heure, cette pilule Merck approuvée au Royaume-Uni. C'est une première mondiale. Là, on parle d'un traitement par comprimé. Ça y est, on y est ? Alors, la pilule anti-Covid, je pense que c'est un coup marketing du labo. Il faut quand même mettre ça de côté. C'est un traitement qui coûte cher, et je pense que l'efficacité je dis pas que ça peut pas être utile, mais ça a été un traitement qui a été utilisé chez des gens qui ne sont pas vaccinés. Donc, ça diminue de 50% les formes sévères chez les gens non vaccinés, puisque depuis le début de cette épidémie, on sait que les traitements antiviraux n'ont pas bien marché. Donc parce que les gens meurent du Covid, de la réaction inflammatoire. Donc c'est ce qui bloque l'inflammation qui fonctionne. Tout ce qui est antiviral doit être donné très tôt, donc il faut le donner avant que les gens soient graves, donc avant qu'on les voie à l'hôpital. Donc c'est pas pour les gens qui sont hospitalisés, donc c'est avant qu'ils soient graves. Et c'est sur des populations non vaccinées. Donc ça met quand même un petit peu, ça relativise les résultats. Il n'est pas impossible que chez des gens vaccinés qui ont déjà des anticorps et qui font une charge virale moins élevée, ces résultats ne fonctionnent pas aussi bien. Donc avant de dire que c'est une molécule miracle, il faut quand même attendre les données. Et je pense que voilà, il faut pas juste utiliser les propos qui veulent être vendus par le laboratoire. Globalement, quand même, vous êtes rassurant. On s'interrogeait chaque fois sur la possibilité de l'émergence de nouveaux variants. Oui, des variants. De variants, il y en aura encore. Et on va vivre avec variants, non. Non, moi je ne pense pas aux super variants. Je pense que le Covid et nous allons apprendre à vivre en bonne intelligence, c'est-à-dire qu'on va s'immuniser petit à petit par le biais des vaccinations, par le biais des infections.
que le taux de forme grave va donc diminuer. On voit bien que le taux de forme grave diminue déjà chez les gens qui l'ont déjà eu ou qui ont déjà été vaccinés. Donc c'est ça qui est intéressant. Ce qui fait la surmortalité, c'est avant tout un problème de réaction inflammatoire inappropriée à un virus qu'on ne connaît pas. À force de s'immuniser, on va mieux le connaître. Et donc, oui, on va apprendre à vivre en bonne intelligence, j'en suis persuadé. Et à l'hôpital, nous, on a l'impression d'avoir repris une vie normale, vous ? Pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre. Ça m'a pris sur mes vacances. Hein, donc c'était pas de assez... vacances pour Benjamin aussi. Non, mais voilà. Mais disons que c'était important de témoigner sur ce qui s'est passé pendant cette crise sanitaire à l'hôpital. Donc, j'ai pris mon point de vue puisque j'en ai pas d'autres. Donc, je donnais mon point de vue sur ce qui m'est arrivé à moi à l'hôpital, ce que j'ai vécu déjà en étant infecté, ce qui s'est passé, comment on a traversé la crise et comment on a vu nos moyens s'effondrer. Et donc en fait, c'est juste pour que les gens, depuis le début de cette crise, les gens fantasment énormément de choses, racontent un peu n'importe quoi, comme dans cette campagne présidentielle, et on passe notre temps à baser des choses sur du fantasme, mais il me semblait important de mettre des choses pragmatiques. Est-ce que dans votre établissement, vous êtes confronté aussi à la question des personnels qui ne sont plus là, les infirmières ? Oui. Nous, on a fermé, jusqu'à la semaine dernière, on avait 60% de notre service qui était fermé, 30% de notre hôpital, enfin 20-30% des lits de notre hôpital qui sont fermés, et on a des patients qui restent aux urgences, et qui ne peuvent pas être soignés, mais pas forcément du Covid. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Voilà. Je vous présente mon entreprise. Alors il y a moi l'artisan, là il y a le fabricant. Moi c'est Raphaël le fabricant, savon, huile d'olive, tout ça. Ah, tu peux t'occuper de la cliente s'il te plaît ? Allez, bonne journée. Ah oui, je suis vendeur aussi. En tout, on est quand même un. Vous avez choisi d'être indépendant, pas d'être seul. Découvrez Hello Business, l'offre Hello Bank pour les indépendants. Avec Hello Business et votre compte pro, encaissez vos chèques et espèces sans frais. Hello Bank par BNP Paribas. Comment expliquer une telle différence selon les pays européens ? Il y a la vaccination, mais l'Allemagne, les Pays-Bas ne sont pas des pays où on n'a pas vacciné. Alors, c'est des pays où on a vacciné pas mal, mais la grande différence, c'est à mon avis le climat. Car par exemple à Berlin, il fait très froid par rapport à Paris et on a une belle arrière-saison. Donc on devrait avoir, nous aussi, on ne devrait pas être épargnés par la vague. Ce que vous dites est très juste pour compléter parce que l'Espagne et l'Italie sont comme nous à des seuils très très bas. À des seuils bas, oui, 4000 contaminations par jour. En Allemagne, ils sont à 15 000. Et puis en Grande-Bretagne, ils sont à 46 000 par jour, contamination. Et en Grande-Bretagne, c'est les mesures barrières.